Ce webinaire, donc, qui est une activité gratuite et offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale, grâce au soutien de son service du transfert de connaissances et du rayonnement. Donc, notre mandat, c'est vraiment de contribuer au transfert, à la mobilisation et à la valorisation des connaissances qui sont issues d'innovations exemplaires ou de pointe, ou de résultats de recherche en lien avec ces quatre désignations universitaires. On vise aussi à assurer le rayonnement de ces expertises, puis d'exercer un leadership là, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Donc avant de débuter, juste quelques mots sur le fonctionnement, du webinaire. Donc les micros, caméras des participants vont demeurer fermés tout le long de l'activité. La période de questions, là, sera à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir poser vos questions par écrit ou de vive voix. Pour obtenir votre attestation, là, de participation, il est vraiment important d'assister à tout le long du webinaire, puis vous allez devoir remplir l'évaluation de l'activité à la fin. Le lien sera disponible dans le clavardage Teams uniquement, donc veuillez, le conserver, là, avant de quitter la salle virtuelle. Donc, ce webinaire est présenté par Julie Beauchamp et Kevin Lavoie, qui sont professeurs à l'Université Laval et chercheurs, accompagnés de Lynn Chamberlain, professeure retraitée de l'Université du Québec à Montréal et ex-titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la plural- pardon, excusez-moi, la pluralité de genre en 2011 et 2020. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Kevin. Bonne présentation. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Kevin Lavoie, je suis professeur à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Puis je vais avoir le plaisir de présenter là, les premiers éléments de la première partie de la présentation du webinaire. Je précise également que c'est une initiative conjointe pilotée par le pôle d'expertise et de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université Laval, pluriel, en collaboration avec le Centre de recherche VITAM. Et c'est une initiative soutenue financièrement. Ton micro, Kevin, vient de se désactiver. Oh, pardon, désolé pour le petit souci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Entendez bien. Parfait. Donc, c'est une initiative. Donc, comme je disais, c'est une initiative soutenue financièrement par la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale. Et c'est une initiative en deux temps. Aujourd'hui, nous avons un webinaire, donc d'une heure, avec différents éléments du contenu, de l'information, la terminologie et les expériences vécues des personnes aînées LGBTQ+. Et le 31 mars, nous allons avoir le premier forum régional sur la santé et le bien-être des aînés LGBT, ici même à Québec, dans la région de Capitale-Nationale. Dans un premier temps, comme je vous disais, donc moi, je vais prendre la parole brièvement pour quelques minutes pour vous présenter quelques éléments concernant la terminologie entourant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Ça réfère en fait aux réalités lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer, avec l'acronyme LGBTQ. Pour mieux saisir toute la terminologie, l'acronyme, un peu la soupe à l'alphabet parfois qu'on évoque, en fait, moi, je vous invite à considérer quatre dimensions pour penser, réfléchir et mieux comprendre la diversité sexuelle et de genre. On va aborder ensemble là, quelques éléments, dont l'orientation sexuelle d'abord, ensuite l'expression de genre, troisièmement le sexe, et là je le décline en deux façons, le sexe biologique et assigné à la naissance, puis enfin l'identité de genre. Je précise, avant d'aller plus loin, en fait, c'est que les petites choses à retenir, c'est que la terminologie est un vocabulaire en ébullition, c'est très fluide et en évolution. Mais simplement, dans les dernières années, on a vu, là, vraiment, il y a des termes qui émergent, qui émanent des communautés LGBT, des communautés concernées. Il y a également les savoirs scientifiques qui participent également à raffiner les concepts, la sophistication également de la terminologie qu'on utilise pour penser, pour nommer les personnes, le vécu concernant les genres et les sexualités. On voit une grande quand même variation de définition, puis également une diversité de réalités vécues, puis une variation qui se déploie entre, par exemple, la communauté francophone et anglophone, mais également même dans l'univers francophone entre le Québec, par exemple, et l'Europe francophone. Donc, il faut faire attention quand même avant c'est pas universel, c'est pas utilisé, puis compris de la même façon, tous les termes que je vais aborder dans les prochaines minutes avec vous. Et surtout, une règle d'or à retenir, c'est que peu importe les étiquettes, les mots qu'on utilise, ben, quand même, je tiens à réitérer l'importance de l'auto-identification. C'est les personnes concernées elles-mêmes, les communautés qui peuvent utiliser une expression ou une autre. Puis parfois, au sein même d'un groupe, il y a certains termes qui sont plus valorisés que d'autres, ou il y a des gens qui sont confortables avec certains termes, pardon, plutôt que d'autres.
Voilà, une fois que maintenant mes petits mots, mes petites précisions sont faits, commençons Oui, avec le premier terme, le premier concept que j'ai à vous proposer, qui concerne, l'orientation sexuelle. L'orientation oui, sexuelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'attirance émotive, affective, érotique et sexuelle, pour qu'on peut avoir pour la personne d'un sexe différent de soi, donc dans le cas de l'hétérosexualité, des 2 genres ou de plusieurs genres dans le cas de la bisexualité ou la pansexualité et du même genre que soi dans le cas de l'homosexualité pour les réalités gays et oui, lesbiennes, par exemple. Et pour chaque fois, regarde, je vous ai mis oui, quelques exemples également de drapeaux qui illustrent, qui représentent en fait des réalités plurielles concernant, les orientations sexuelles. J'ajouterais également la sexualité dans le cas des personnes qui ne ressentent pas d'attirance là, envers des personnes, peu importe le genre. Ce qu'il faut retenir à travers ça, c'est que l'orientation sexuelle, ce n'est pas oui, un choix. C'est pas, les gens vont pas se lever un matin en disant, bon, ben, je vais mettre du piquant dans ma vie, je vais être gay ou lesbienne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vécu, qui est ressenti et qui va être éventuellement peut-être dévoilé dans son entourage plus tard, selon les circonstances, selon différentes considérations personnelles et environnementales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un choix. Maintenant, le deuxième concept, pardon, l'expression de genre. L'expression de genre, en fait, ça réfère à comment on exprime son genre comme étant comme femme, comme homme, comme oui, personne non binaire. Ça renvoie à différents éléments. C'est en interaction, hein. C'est le regard d'autrui oui, également qui nous permet de cibler un peu, est-ce que c'est dans la sphère féminine ou masculine? Là, je réfère entre autres à l'habillement, les façons de se comporter, la façon de gesticuler, les interactions, la oui, communication, les interactions, comment s'asseoir, comment le tempérament. Il y a plein d'éléments comme ça qui nous indiquent est-ce qu'on se conforme ou non aux attentes sociales liées à la féminité ou la oui, masculinité. C'est à travers le concept d'expression de genre, par exemple, qu'on va utiliser, puis qu'on va désigner une petite fille qui est qui va s'amuser, comme on dit, comme un garçon, on va la qualifier de tomboy. En fait, c'est qu'elle ne se conforme pas aux attentes associées à son genre féminin. Ce qui est important ici à souligner, c'est que l'expression de genre, en fait, ça s'inscrit dans un processus de socialisation. C'est quelque chose qu'on apprend par imitation, puis ça s'inscrit, ça s'ancre dans une culture. Donc, c'est différent comment on se comporte comme homme, comme femme au Québec par rapport à la France, par rapport au Sénégal ou oui, à la Chine, par exemple. C'est juste pour vous montrer la variation des expressions de genre selon les cultures, mais aussi selon l'époque. Donc, ce qui est attendu, ce qui est conforme à notre genre, ben, en 2023, c'est une chose. Ce qui est très différent de ce qui était vécu puis considéré adéquat des années 1900, 1700. Donc, ça évolue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statique et universel. Maintenant, le troisième concept, le sexe biologique. Donc, le sexe, en fait, de point de départ, le sexe biologique, en fait, ça réfère aux caractéristiques sexuelles, physiques primaires et secondaires. C'est des caractéristiques, là, en fait, qui permettent de différencier les corps, un corps strictement masculin ou strictement féminin, en passant par toute l'intersexuation qu'on appelle. Anciennement, on utilisait le terme les personnes hermaphrodites, ce qui est un terme désuet que je vous invite à ne pas utiliser. On parle davantage de personnes intersexes ou intersexuées pour montrer un peu les déclinaisons puis un peu le spectre sur le plan oui, corporel des réalités liées au sexe oui, biologique. Ensuite, le sexe, en fait, peut être aussi, on peut le considérer comme le sexe assigné à la naissance. oui, Ça, en fait, ça réfère au marqueur, le F ou le M sur nos papiers d'identité, l'acte de naissance, le permis de conduire, la RAMQ. Tout ça, en fait, c'est notre marqueur de genre. oui, Puis, en fait, c'est une réalité qui a été assignée à la naissance lorsque l'accoucheur, par exemple le médecin ou la sage-femme, dès la naissance, va dire, bon, ben, le petit, c'est un petit garçon, c'est une petite fille. On va avoir un marqueur comme ça qui nous identifie. Et, et puis depuis récemment également, on peut avoir un marqueur non binaire depuis 2022, donc un X sur nos papiers d'identité. Pour certaines personnes, ce marqueur-là ne correspond pas à leur réalité, à leur identité de genre. Et là, ça m'amène à vous présenter le quatrième concept, en fait, qui est l'expérience individuelle d'une personne de son genre. Un homme, une femme, comment on se ressent également. On peut être homme, femme ou quelque part entre ces deux pôles, si on le prend l'idée d'un continuum, d'un spectre du genre, ou encore à l'extérieur de ce pôle-là, donc pour certaines personnes non binaires là, qui ne s'estiment pas inscrites dans un continuum comme celui-là. Comme je vous disais, lorsque le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à son genre ressenti, ben, pour certaines personnes, donc les personnes trans, vont amorcer un processus, un parcours de transition.
pour mieux faire correspondre leur identité, leur expression de genre à un sexe assigné à la naissance. Donc, ils vont changer, vont vivre une transition qui peut prendre différentes formes, des différents types de transitions, qui peut être sociale. Une transition sociale, en fait, ça correspond au changement qui va être par rapport à l'habillement, la coiffure, le maquillage, également les pronoms d'usage, les prénoms aussi. Donc, comment on va interagir avec notre entourage, notre milieu de travail, tout ça. Donc, ça réfère à la transition sociale. Il y a la transition légale, ça réfère aux marqueurs de genre là, sur les papiers d'identité dont je faisais mention tantôt, donc le F ou le M sur nos papiers d'identité, puis également les changements légaux là, sur nos papiers. Donc, si on change de prénom, ça également, ça va être une transition légale. Puis enfin, la transition médicale qui réfère à deux choses. L'hormonothérapie, donc la prise d'hormones, par exemple, si on est un homme trans, on va prendre de la testostérone, et si on est une femme trans, on va prendre de l'estrogène. Puis la deuxième transition médicale, ça va être les chirurgies d'affirmation de genre qui peut prendre différentes formes. Ce qu'il faut retenir à travers tout ça, c'est qu'il y a différentes formes de transition et il faut vraiment, et ce n'est pas toutes les personnes trans qui vont vivre le même parcours. Ça peut se déployer de différentes façons. Ce n'est pas toutes les personnes trans non plus qui vont avoir le besoin, qui vont ressentir le besoin de vivre une transition médicale. Donc, ça diffère, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre et il faut être à l'écoute des différents besoins exprimés par les personnes directement concernées. Deux dernières petites choses de mon côté par rapport à l'identité de genre, c'est que trans, je vous invite à l'utiliser comme un adjectif et non comme un nom. Dans ce cas-ci, on va utiliser par exemple un homme trans, une femme trans ou une personne trans, et plutôt qu'un trans ou une trans, qui va être un peu brusque, là, puis qui peut créer des inconforts pour les personnes directement concernées. Donc, je vous invite à l'utiliser comme un adjectif. Au même titre également que le contraire d'une personne trans, en fait, c'est une personne cisgenre. C'est-à-dire qu'une personne cis, c'est lorsque son sexe assigné à la naissance correspond à son identité de genre. Donc voilà pour moi, pour les quatre concepts principaux que j'avais le goût de vous présenter aujourd'hui. Je terminerai en vous rappelant avec l'objet du webinaire d'aujourd'hui, en fait, que il y a différents jalons historiques qui ont ponctué les différentes décennies au Québec, puis à l'international aussi, pour une plus grande reconnaissance des droits des personnes LGBT. Ce qu'il faut se rappeler également, ben, c'est que les personnes aînées que vous allez rencontrer dans votre intervention, dans votre pratique, ont un bagage lié à la criminalisation de l'homosexualité, hein. C'est juste depuis 69, en fait, que l'homosexualité a été décriminalisée. Il y a également un bagage lié à la pathologisation, c'est-à-dire que l'homosexualité jusqu'en 73 était considérée comme une maladie mentale. Et concernant le parcours trans, à l'époque, c'était le terme de trouble de l'identité sexuelle jusqu'en 2013. Fait que vous voyez à travers la, les différentes terminologies, les différentes reconnaissances également, ça a changé beaucoup. Et depuis 77, maintenant, ben, il y a une certaine forme de protection pour les personnes LGBT. 2077 ou 2016 là, pour les personnes trans et non-binaires, donc avec la Charte des droits et libertés. Fait que vous voyez, en fait, ce que je veux retenir également, c'est que les différents jalons historiques participent au parcours de vie des personnes aînées LGBT, puis il faut être à l'affût de ça que ça n'a pas toujours été de la même façon que les droits qu'on connaît aujourd'hui en 2023. Moi, c'était les différentes informations que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Pour la suite, pour la deuxième partie du webinaire, je vais vous donner, je vous laisse au soin de Julie et de Lynn Chamberlain qui vont vous présenter différentes expériences vécues par les personnes aînées LGBTQ. Et ensuite, moi, je vais revenir également pour la période des questions et d'échanges à la toute fin du webinaire. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Lynn Chamberlain. Bonjour, Julie Beauchamp, je suis professeure adjointe au département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval. Donc, je vais vous présenter pour la deuxième partie les résultats de l'enquête SAVI LGBTQ qui n'ont jamais été présentés. Donc, voici le plan de la présentation qui va dresser un portrait des participantes à l'enquête sur l'état de santé physique et mentale, sur le réseau de soutien informel et formel, sur les interactions dans les services de santé et dans les services sociaux, et sur les perceptions des résidences pour personnes âgées et des CHSLD. L'enquête SAVI LGBTQ permet de tracer un premier portrait des personnes aînées LGBTQ vivant au Québec.
272 hommes cis ou cisgenres, 81 femmes cis, ainsi que 30 personnes trans et non-binaires ont complété le questionnaire d'enquête mis en ligne entre septembre 2019 et août 2020 pour un total de 383 participants de 60 ans et plus. Dans chacun de ces sous-groupes, les jeunes aînés de 60 à 68 ans sont les plus nombreux et ils représentent plus des 2 tiers du groupe. Au total, vous voyez, petit point, on ne compte que quelques participations des plus de 78 ans. Parmi les personnes aînées, cis, hommes et femmes, la grande majorité s'identifie comme gay, lesbienne et une minorité comme bisexuelle. Ici, je vous parle de l'échantillon, c'est des données non présentées dans la diapo. Parmi les personnes trans et non-binaires, les orientations sexuelles sont plus diversifiées. Dans l'ensemble, 93% des personnes répondantes sont des personnes blanches ou non racisées. 6 sur 10 habitent dans la région métropolitaine de Montréal et 2 sur 10 dans une autre région métropolitaine, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Hull ou Saguenay. C'est un échantillon relativement scolarisé, surtout si on tient compte de la génération. Plus de la moitié détiennent un diplôme universitaire de premier cycle ou supérieur et plus du tiers un diplôme de niveau collégial. La majorité déclare être à la retraite, mais 1 tiers des personnes participantes sont encore actives sur le marché du travail, ce qui n'est pas si étonnant vu leur âge relativement avancé. On va décrire maintenant la situation relationnelle et parentale. Dans l'ensemble, un peu plus de la moitié des participants disent être en relation intime avec une autre personne, alors que les autres se décrivent comme célibataires. Mais il y a des nuances qui s'observent selon les sous-groupes. Chez les hommes cis, les relations sont plus diversifiées. Il y en a 1 tiers qui sont dans des relations monogames, un autre tiers qui se décrit comme célibataire sans fréquentation et un dernier tiers qui se décrit comme dans une relation ouverte ou polyamoureuse ou encore célibataire mais avec fréquentation. Chez les femmes cis et les personnes trans et non-binaires, les 2 modalités les plus fréquentes sont la relation monogame, presque toujours avec cohabitation, et le célibat sans fréquentation. Et ces deux modalités sont à peu près également présentes. En ce qui concerne la situation parentale, à droite, le tableau de droite, elle varie aussi d'un sous-groupe à l'autre. Un peu plus du tiers des hommes cis et 47% des femmes cis sont parents d'un ou de plusieurs enfants. Ce pourcentage grimpe à 71% chez les personnes trans et non-binaires. Il faut rappeler ici que dans cette génération, plusieurs se sont mariés et ont eu des enfants avant d'affirmer leur sexualité ou leur identité de genre. En ce qui a trait à l'état de santé, la majorité des personnes aînées LGBTQ considèrent leur santé générale comme excellente ou très bonne, mais ce n'est pas le cas pour 41% d'entre elles. Une importante proportion de participants et de participantes déclarent avoir des problèmes de santé chronique ou de conditions à long terme. Également, près des 2 tiers déclarent avoir eu besoin au cours des 12 derniers mois de services de suivi pour un ou des problèmes de santé de longue durée. En ce qui a trait aux capacités et à la mobilité, près du tiers des personnes aînées LGBTQ rapportent des restrictions d'activité de toutes sortes. Les plus fréquemment rapportées concernent par ordre la mobilité, marcher ou monter des marches, la cognition, mémoire ou concentration, l'audition, la vision et plus rarement l'autonomie en matière de soins personnels et la communication. Comme vous pouvez le constater, les femmes cisgenres et les personnes trans et non-binaires sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes cisgenres à rapporter de telles restrictions. En ce qui concerne l'aide, le soutien à domicile, « 18% des personnes aînées disent qu'elles ont eu besoin ou auraient eu besoin d'une aide à domicile au cours des 12 derniers mois. Parmi celles-ci, seulement 42% ont reçu une aide professionnelle à domicile, alors que 57% ont reçu de l'aide de la part de la famille, d'amis ou de voisins ou voisines. On note ici la contribution importante du réseau social dans l'aide et le soutien reçus. En ce qui concerne la santé mentale, le portrait est nuancé. Celle-ci a été évaluée notamment à l'aide du concept de santé mentale florissante.
que l'on définit comme étant un état de bien-être idéal visé pour les personnes et qui se caractérise par le fait de ressentir la plupart du temps des émotions positives, se sentir bien et fonctionner de manière optimale. Dans l'ensemble, la santé mentale d'une légère majorité de participants et participantes est florissante, alors qu'elle peut être qualifiée de modérée ou languissante chez 44% d'entre elles. Pour ce qui est de la santé mentale auto-évaluée, soit la perception qu'une personne a de sa santé mentale, 70% des répondants et des répondantes qualifient leur santé mentale d'excellente ou de très bonne. Les femmes et les hommes cisgenres le font dans des proportions à peu près équivalentes, tandis que seulement 59% des personnes trans et non-binaires estiment avoir une santé mentale excellente ou très bonne. Il ressort une différence entre les deux résultats à l'effet que les participants et participantes considèrent en plus grande proportion que leur santé mentale est excellente ou très bonne, ce qui peut résulter d'une perception positive de sa santé mentale en général. Quant au sentiment de solitude, dans l'ensemble, le quart des personnes aînées LGBTQ éprouvent un niveau sévère de solitude. Chez les personnes trans et non-binaires, cette proportion s'élève à plus du tiers. Chez les personnes cis, hommes et femmes, le fait de ressentir souvent un manque de compagnie est l'expression la plus fréquente rapportée par le quart d'entre elles, alors que le sentiment d'être isolé des autres et l'impression d'être tenu à l'écart sont rapportés par une minorité, certes, non négligeable, mais plus faible. Chez les personnes trans et non-binaires, c'est l'impression d'être tenu à l'écart qui prédomine, avec plus du tiers des participants et des participantes, suivi du sentiment d'être isolé des autres, puis du manque de compagnie. En ce qui concerne les opportunités de rencontre de partenaires romantiques, il s'avère difficile pour plus de la moitié des participants et des participantes de rencontrer. Je vais vous parler du réseau de soutien, en commençant par le réseau de soutien informel avec le ou la partenaire. Je rappelle que 51% des personnes aînées sont en relation intime avec un ou parfois plus d'un partenaire. Cette relation est vraiment une source majeure de soutien social. 90% estiment que le soutien reçu de leur partenaire est élevé. Il y a des légères nuances selon le type de soutien et selon les sous-groupes. Pour obtenir de l'aide en cas de réel besoin, discuter de décisions importantes, ressentir un lien fort avec l'autre, compter sur son ou sa partenaire en cas d'urgence, le soutien est très élevé dans tous les groupes. En revanche, ce soutien fléchit un peu lorsqu'il s'agit de recevoir de l'aide financière en cas de besoin. Chez les femmes cis ou cisgenres, on observe que le soutien attendu de la partenaire est constamment plus élevé que dans les autres sous-groupes, incluant pour le soutien financier. Chez les personnes trans et non-binaires, au contraire, le soutien attendu est légèrement plus faible, en particulier pour le sentiment de sécurité affective et de bien-être, ainsi que l'obtention de conseils en cas de problème. On s'est interrogé aussi sur le soutien et la relation avec la famille d'origine et possiblement les amis. Alors, avec la famille d'origine, Kevin y a fait allusion à différents moments de leur vie, le contexte était différent. Donc, selon des parcours variés, plusieurs aînés LGBTQ ont vécu des situations difficiles dans leur rapport avec la famille d'origine. Ainsi, un peu plus de 40% des hommes et des femmes cis LGBTQ rapportent des conflits au sujet de leur orientation sexuelle. Le quart rapporte avoir connu aussi des ruptures. 14% des hommes et le double chez les femmes déclarent également des conflits au sujet de leur expression de genre, donc maquillage, apparence, vêtements, etc. Du côté des personnes trans et non-binaires, les expériences de conflits et de rupture avec la famille d'origine sont encore plus élevées avec des pourcentages qui tournent autour de 50%. Bien qu'il soit impossible de suivre l'évolution des relations familiales qui ont pu ou non s'améliorer à travers le temps, on peut constater qu'une distanciation persiste toujours parce que dans plusieurs cas, lorsqu'on interroge les participants sur la divulgation à la famille rapprochée, les parents, la fratrie, 22% des hommes et des femmes n'ont pas divulgué leur orientation sexuelle à la majorité ou à toute la famille rapprochée. Pour les personnes trans et non-binaires, c'est 62% qui n'ont pas divulgué
à toute la famille rapprochée leur parcours trans. En somme, pour une partie non négligeable de nos aînés, la famille d'origine ne peut pas être considérée comme une source de soutien, en tout cas pour ce qui est du plan de la sécurité affective et du bien-être. Du côté des amitiés, les données ne sont pas présentées, mais là aussi, la divulgation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre a été la source de conflits, pouvant aller jusqu'à des bris d'amitié pour près de la moitié des aînés, 6 et pour 60% des aînés trans et non-binaires. Là aussi, l'expression de genre des femmes cis semble davantage source de mésentente que celle des hommes cis. Ces tensions traditionnelles avec la famille d'origine et dans les amitiés ont fait en sorte que souvent les personnes LGBTQ vont se constituer une famille alternative qu'on appelle la famille choisie. Dans le questionnaire d'enquête, la famille choisie était définie comme constituée de personnes considérées comme faisant partie de la famille, malgré l'absence de lien génétique ou légal avec ces personnes. Près de la moitié des participants disent avoir une famille choisie conformément à cette définition. Lorsqu'on les interroge spécifiquement sur leurs amis proches, très peu de participants disent n'en avoir aucun. La moitié déclare un réseau restreint d'amis proches, de 1 à 5 personnes, et l'autre moitié un réseau plus étendu de 6 personnes ou plus. Comme là où la partenaire, ce réseau joue un rôle de soutien essentiel, quoique à un niveau légèrement moindre. En gros, 8 aînés sur 10 estiment que leurs amis fournissent un soutien élevé. Les alentours de 9 sur 10 disent pouvoir compter sur ce soutien en cas de réel besoin. Dans les proportions similaires, c'est la même chose lorsqu'il s'agit de ressentir un lien affectif fort avec au moins une amie ou un ami, discuter de décisions importantes, faire appel pour des conseils en cas de problème ou compter sur les amis en cas d'urgence. En revanche, seulement 6 sur 10 disent pouvoir compter sur l'aide financière de leurs amis en cas de réel besoin. Et ici, les femmes cis se démarquent car près de 8 sur 10 compteraient sur leurs amis. Autre nuance, la part des amis pour le sentiment de sécurité affective et de bien-être est légèrement plus faible pour les personnes trans et non-binaires. Les amis aussi endossent parfois un rôle qui est habituellement confié soit au conjoint ou à un membre de la famille en cas d'absence de conjoint. C'est ce qu'on voit à droite. Ainsi, le tiers des participants considèrent plus probable de choisir un ou une amie plutôt qu'un membre de la famille pour endosser un prêt bancaire, pour confier un mandat d'inaptitude ou pour l'exécution testamentaire. Là aussi, les femmes cisgenres se démarquent car elles sont plus de 40% à penser confier un tel rôle à une amie. Enfin, nous avons voulu vérifier la corrélation entre la présence d'un réseau de soutien informel et la solitude ressentie. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les aînés qui reçoivent un soutien élevé de la part des amis ou de la famille choisie, c'est ceux en haut, sont proportionnellement moins nombreux à rapporter un niveau sévère de solitude. Seulement 19% le font. Alors que 53% des aînés qui ne perçoivent pas un soutien élevé de la part de leurs proches ressentent ce changement de solitude. On a essayé de faire le même calcul au sujet du soutien de la partenaire et de la famille d'origine, et la tendance est similaire, mais les tests statistiques ne permettent pas de conclure parce qu'il faut se rendre compte qu'on travaille avec des échantillons qui sont quand même restreints. Enfin, un autre aspect du soutien, c'est celui qui peut provenir des communautés LGBT et des groupes de la même génération. Alors, on commençait par les communautés LGBT. L'enquête s'est penchée sur les rapports avec ces communautés. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour la fréquentation des milieux des événements LGBTQ, on peut voir 4 profils. Certains qui fréquentent régulièrement ces milieux et événements, c'est-à-dire une fois aux semaines ou aux 2 semaines. Et là, on retrouve du côté des hommes à peu près 20%, un peu plus de 20% des hommes et des personnes trans non-binaires, mais exceptionnellement pour les femmes. Une fréquentation occasionnelle, c'est-à-dire une fois au mois ou aux 3 mois, là aussi, c'est plus courant chez les hommes cis. Au total, la moitié des hommes cis fréquentent le milieu régulièrement ou à l'occasion. Chez les femmes cis, les 2 profils les plus fréquents sont la fréquentation rare, c'est-à-dire une fois ou 6 mois par année, ou jamais, c'est-à-dire aucune fréquentation, ce qui totalise plus de 80% des réponses. Ces 2 derniers profils sont aussi ceux qu'on retrouve le plus chez les personnes trans et non-binaires. Maintenant, les raisons évoquées pour ne pas fréquenter les milieux et les événements LGBTQ sont assez semblables d'un groupe à l'autre. Ces données ne sont pas présentées dans le diaporama. La première raison, c'est le manque d'intérêt, à plus de 70%. Il y a aussi le manque de temps, ce qui peut aller avec le jeune âge de nos aînés, dont plusieurs travaillent encore. Un second bloc de réponses
touchent la non-accessibilité des lieux et des événements, leur non-disponibilité dans la région, la distance à parcourir, le manque d'informations ou le transport. Enfin, un troisième bloc de réponse réfère à la non-adaptation des lieux ou des événements aux besoins des aînés. Le sentiment, on dira le sentiment de ne pas être à ma place, les craintes ou les expériences passées de rejet à cause de mon âge, le climat non accueillant, des lieux ou des installations non adaptées à mes besoins ou encore des craintes pour ma sécurité. On a aussi cherché à cerner de possibles conflits d'allégeance avec les communautés LGBTQ en lien avec l'âge de nos aînés. Une minorité non négligeable de participants rapporte des expériences directes négatives, par exemple des expériences de rejet ou d'avoir fait face à des préjugés, autour de 20-25%. Mais ce qui ressort surtout, c'est le manque de place faite aux aînés. Ainsi, près de 60% ne trouvent pas que les communautés LGBTQ sont acceptantes pour les personnes de leur âge. Et seulement 40% trouvent que c'est facile d'en faire partie. Enfin, 46% disent se sentir invisibles en tant que personnes aînées dans les communautés LGBTQ. Les femmes se sentent moins à leur place dans ces communautés comparativement aux hommes cis, et il en va de même pour les personnes trans et non-binaires. Si on compare au même groupe d'âge, au rapport avec le même groupe d'âge ou les personnes de la même génération, une minorité d'aînés de 15 à 20% affirment ne pas se sentir acceptés ou ne pas se sentir bienvenus dans les groupes de cette génération, dans les événements organisés par les aînés ou pour les aînés. On avait enfin une autre question qui permettait de mesurer le sentiment de connexion ou de déconnexion face aux différents groupes côtoyés. On constate alors qu'un peu plus du tiers des aînés LGBTQ se sentent déconnectés de leur groupe d'âge, en particulier parmi les femmes et les personnes trans et non-binaires. Le bon côté, c'est que les 2 tiers se sentent connectés à leur génération. Si on compare au sentiment de déconnexion par rapport aux communautés LGBTQ, on observe des résultats très partagés. Dans l'ensemble, une moitié des aînés qui ont répondu au questionnaire, une moitié se sent connectée et l'autre moitié se sent déconnectée. Le pourcentage de déconnexion atteint 80% parmi les femmes cisgenres. Les prochaines diapositives vont porter sur les interactions dans les services sociaux et de santé. En ce qui concerne l'accès à un médecin ou une médecin de famille, 90% des participantes et participantes ont un médecin ou une médecin de famille. Ce pourcentage est plus élevé chez les personnes cisgenres que chez les personnes trans et non-binaires. Pour les hommes et les femmes cisgenres, ce médecin est au courant de leur orientation sexuelle dans des proportions très élevées. Pour les personnes trans et non-binaires, là où la médecin est informée de l'orientation sexuelle dans 74% des cas et d'identité de genre ou du parcours trans dans 79% des cas. Seule une minorité de participantes ont des besoins de soins non comblés, soit 6% dans l'ensemble. Notons que ce pourcentage s'élève à 13% chez les personnes trans et non-binaires. Plusieurs questions visaient à évaluer la qualité perçue et l'adaptation des services de santé aux besoins et aux réalités des participants et des participantes. Près des 2 tiers des répondants et des répondantes disent avoir vu des documents, affiches ou autres supports d'information qui démontrent une ouverture à propos des réalités LGBTQ+ dans les services de santé. Cette proportion est plus élevée parmi les hommes cis que parmi les femmes cis et les personnes trans et non-binaires. La grande majorité des participants et participantes disent avoir été traités de manière respectueuse et avec dignité lorsqu'elles et eux ont utilisé les services de santé. Cependant, une minorité de participants et participantes disent avoir entendu des commentaires négatifs ou insultants envers les personnes LGBTQ+. Certaines participantes ont dû éduquer leur médecin ou un ou une professionnelle de la santé pour obtenir des soins appropriés, une situation plus fréquente parmi les personnes trans et non-binaires que les autres sous-groupes. L'hétérosexisme dans les services de santé se manifeste principalement par la présomption de l'hétérosexualité, puisque plus du quart des participants et des participantes disent avoir vécu cette situation.
Cette situation est plus fréquente chez les femmes cisgenres et les personnes trans et non-binaires que chez les hommes cis. Si la majorité des participants et des participantes adhèrent à l'affirmation selon laquelle les professionnels avaient fait preuve d'une attitude positive envers leur orientation sexuelle, ce n'est pas le cas pour près d'un ou d'une répondante sur 4. La tendance est la même pour l'utilisation de mots appropriés pour discuter de l'orientation sexuelle, jugée positivement par 68% des participants et des participantes. En ce qui concerne les interactions avec les professionnels de la santé relativement à l'orientation sexuelle, une bonne majorité de participants et de participantes considèrent que les professionnels étaient à l'aise de discuter de leur orientation sexuelle, ce qui n'est pas le cas pour près de 29% d'entre eux. Par rapport à leur propre aisance à discuter de leur orientation sexuelle, 14% des hommes cis, environ le quart des femmes cisgenres et des personnes trans et non-binaires rapportent ne pas s'être sentis à l'aise de le faire. Une minorité rapporte la pose de questions invasives sur leur orientation sexuelle ou sans lien avec le motif de leur visite. Enfin, une petite minorité des participants et des participantes rapportent un refus ou une cessation de soins en raison de leur orientation sexuelle. Quant à la question qu'on retrouve à droite dans le tableau, quant à la question relativement au dévoilement de leur orientation sexuelle, une faible majorité des participants et des participantes dévoilent souvent ou toujours leur orientation sexuelle aux professionnels, plus souvent chez les hommes cisgenres que chez les femmes cisgenres. Chez les personnes trans et non-binaires, 61% ne dévoilent pas souvent ou toujours leur orientation sexuelle et 38% taisent leur identité de genre ou leur parcours trans ou ne le déclarent pas souvent. Les questions concernaient l'adaptation des services et des formulaires pour tenir compte de l'orientation sexuelle. Une majorité de 60% des participants et des participantes considèrent que les services sont adaptés, ce qui laisse une importante minorité qui n'adhère pas à cette évaluation. Les hommes cisgenres et bisexuels sont nettement plus nombreux à y adhérer que les femmes cisgenres, lesbiennes et bisexuelles. Quant à l'adaptation des formulaires, moins de la moitié les trouve adaptés. Et là aussi, les hommes dans une plus grande proportion que les femmes. Chez les personnes trans et non-binaires, seulement 21% les trouvent adaptés. Malgré les points négatifs dans les diapositives précédentes, quelques points, la satisfaction générale par rapport aux services de santé est plutôt positive. Plus de 9 participants sur 10 se déclarent globalement satisfaits des services obtenus et presque autant encourageraient un ami LGBTQ à utiliser ces services. La situation est moindre chez les personnes trans et non-binaires, quoique les réponses soient positives pour environ 80% d'entre elles. De même, le climat, qu'on peut retrouver à droite, le climat perçu comme très acceptant, à l'égard des personnes LGBT ou non hétérosexuelles dans les services fréquentés est perçu comme étant acceptant pour plus de 80% des participants et des participantes. Et cette perception fluctue selon les modalités de genre. Alors que 14% des hommes cis n'endossent pas cet énoncé, c'est le cas de 21% des femmes cis et 30% des personnes trans et non-binaires. Je vais terminer avec un dernier bloc de questions qui concerne la perception des résidences pour personnes aînées et des CHSLD. Alors, pour nos répondants, la perspective d'aménager dans une RPA, une résidence pour personnes aînées, ou dans un CHSLD, ça les rebute. Les 3/4 disent qu'ils et elles feraient tout leur possible pour éviter d'aménager dans un tel milieu. On peut comprendre la réticence vis-à-vis des CHSLD car ils sont associés à une perte d'autonomie. Et ici, je dois rappeler que le questionnaire a eu lieu a été complété avant la COVID. Bon, cela dit, la moitié des répondants, des aînés, répondent également qu'ils et elles se sentiraient inconfortables d'aménager dans une RPA.
40% déclarent un inconfort en tant que personne racisée, ethnicisée. Ici, là, on entend ethnicisée au sens large, c'est-à-dire incluant sur la base de leur religion, de leur langue d'origine, de tout autre marqueur d'une différence, ce qui est plus global que racisé. Pour ces 3 affirmations, on remarque que les perceptions négatives sont plus présentes chez les femmes cisgenres, lesbiennes, gays, bisexuelles, que chez les hommes cisgenres, gays, bisexuels, et encore plus chez les personnes trans et non-binaires. Ces perceptions sont à mettre en contraste avec la dernière affirmation, à savoir que ma famille d'origine ou choisie prendra soin de moi dans ma propre maison, où seulement une minorité de 20% des participants estiment que cette situation se matérialisera. On décèle aussi une confiance très mitigée dans la capacité des services régionaux hospitaliers, résidentiels et à domicile de répondre aux besoins des aînés LGBTQ. Ainsi, près des 2 tiers des participantes disent ne pas avoir confiance qu'il y a dans leur région assez de services pour aider ces aînés à vivre dans leur résidence. De même, un peu plus de la moitié disent ne pas avoir la certitude que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée pourront assurer les besoins des personnes âgées LGBTQ dans leur région. On pourrait penser que ces appréhensions sont partagées par une bonne partie des aînés. Cela dit, les craintes se précisent à travers une série d'affirmations en lien avec les expériences spécifiques des aînés LGBTQ. Lorsqu'on leur demande s'ils et elles croient se sentir à l'aise et acceptés par le personnel dans une RPA ou un CHSLD, plus du tiers des participants répondent que non, et les 2 tiers chez les personnes trans et non-binaires. Lorsqu'on leur demande si ils et elles croient se sentir à l'aise et acceptés par les autres personnes résidentes, un peu plus de la moitié répondent que non. Dans l'ensemble, près de 6 aînés sur 10 disent qu'ils et elles ne se sentiraient pas libres d'être ouverts par rapport à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Un peu plus du tiers expriment la crainte de devoir retourner dans le placard et 40% que leur partenaire ne soit pas bien accueilli dans une RPA ou un CHSLD. De nouveau, on observe le même modèle de réponse très visuellement, à savoir que ces craintes sont davantage présentes chez les femmes cisgenres et encore plus chez les personnes trans et non-binaires. En conclusion, le but de la conclusion, c'est vraiment de mettre en lumière les différents enjeux et défis qui ressortent de la présentation. Donc, la majorité des participants et des participantes à l'étude sont âgés entre 60 et 68 ans, comme ça vous a été présenté. Donc, avec l'avancement en âge, ils peuvent être confrontés à différents défis. Des défis liés à la santé, aux restrictions d'activité, à la solitude suite à la perte de liens sociaux, que ce soit en raison du retrait du milieu du travail, des deuils ou d'autres circonstances de la vie. Sur le plan du réseau de soutien social, on a constaté l'importance du soutien qui provient du ou de la partenaire, du moins pour les aînés qui ont eu un ou une partenaire, ou parfois plus d'un ou une, c'est-à-dire un peu plus de la moitié des participants. La famille choisie est également une autre source de soutien très importante et il est crucial de le reconnaître afin de pouvoir mobiliser cette ressource au cours du vieillissement lorsque les circonstances l'exigent. Sa composition n'exclut pas qu'un ou des membres de la famille d'origine en fassent partie. Par exemple, un membre de la fratrie avec qui on a maintenu des liens proches, un neveu ou une nièce. On ne doit donc pas opposer famille d'origine et famille choisie, mais plutôt considérer les agencements variés, tout en ne présumant pas de la primauté de la famille d'origine. Enfin, un défi concernant le maintien de ce réseau social informel, c'est que le ou la partenaire, les amis, la fratrie appartiennent souvent au même groupe d'âge, donc vont aussi vieillir. Par ailleurs, le soutien formel venant des milieux communautaires LGBTQ et aînés est loin d'être acquis. On peut interpréter au moins partiellement le manque d'intérêt des aînés envers les milieux et les événements LGBTQ comme découlant d'une part d'une insuffisance d'offres de lieux et d'événements dirigés s'adressant aux aînés et d'autre part d'un manque de place faite aux aînés dans les milieux et les événements existants. Le constat d'un sentiment élevé de déconnexion par rapport aux communautés LGBTQ, encore plus accentué chez les femmes lesbiennes et bisexuelles, devrait interpeller les milieux et les organismes LGBTQ.
En ce qui a trait aux services sociaux et de santé, les résultats sont positifs pour plusieurs des participants et participantes à l'étude. Cependant, des besoins ressortent, que ce soit en termes de connaissance du vocabulaire, de la diversité sexuelle et de genre, de la visibilité et des représentations dans les documents d'information et dans l'affichage, dans l'intégration des spécificités liées aux différentes orientations sexuelles et à la pluralité des genres dans les formulaires. Également, il ressort des enjeux relativement à la gestion du dévoilement de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ou du parcours trans, ainsi que dans la reconnaissance de la famille choisie et des amis proches dans le parcours de soins. Enfin, les résultats permettent de conclure qu'il y a d'importantes appréhensions face au milieu résidentiel de type RPA et CHSLD. Des appréhensions en ce qui concerne la possibilité d'y être soi-même, d'être reconnu, sécurisé et apprécié dans l'intégrité de sa personne. On peut facilement anticiper que nombre d'aînés LGBTQ ne dévoileront pas leur orientation sexuelle ou leur identité de genre spontanément dans ces milieux. Et cela même si on leur pose la question directement. Que les craintes soient justifiées ou non, il faut travailler à les dissiper si l'on souhaite en faire des milieux accueillants et sécurisants. Alors voilà, ça termine notre présentation.